Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. Le gouvernement français avait dénoncé à l'avance une mise en scène odieuse. Les Chebabs somaliens ont publié depuis sur les réseaux sociaux la photo du cadavre d'un homme présenté comme le chef du commando français ayant échoué à libérer l'otage de Nialex. Image insoutenable que nous ne diffuserons pas et opération de propagande. On en parle dans un instant avec le grand reporter Didier François, il est notre invité. Au Mali, les forces militaires françaises infligent de lourdes pertes aux djihadistes qui désertent, on l'apprend à l'instant, de grandes villes du Nord. Mais pour autant, les combattants rebelles ne sont pas défaits. La situation est contrastée dans l'ouest du pays. Le Premier ministre Jean-Marc Ayrault reçoit à l'instant les responsables du Parlement pour évoquer tous les détails de l'intervention française. Notre invité est à Matignon, il nous rejoindra tout à l'heure. C'est le président du Sénat, Jean-Pierre Bel. Dans l'actualité également, la Tunisie qui célèbre en ce jour le 2e anniversaire de sa révolution à l'euphorie du 14 janvier 2011. Ont succédé de fortes tensions sociales et politiques. Alors entre moments de découragement et d'espoir aussi, la société tunisienne continue de se battre. Les citoyens et les citoyennes sont plus que jamais mobilisés. Vous le verrez ce soir avec notre invitée Delila Ben Barek Msadek. Elle est auteure du livre « Je prendrai les armes s'il le faut ». Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie ce soir. Le Premier ministre Jean-Marc Ayrault reçoit en ce moment même les principaux responsables de l'Assemblée nationale et du Sénat pour évoquer les contours, les détails de l'intervention française au Mali de cette guerre. Cette rencontre répond à la nécessité, comme le prévoit l'article 35 de la Constitution, d'informer le Parlement de la décision de faire intervenir les forces armées du pays, et cela dans un délai de 3 jours. Nous écouterons la réaction du Premier ministre qui doit s'exprimer à l'issue de cette réunion tout à l'heure. À noter également un peu plus tôt dans la soirée, le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, qui a annoncé une réunion exceptionnelle avec ses homologues européens. Et nous parlerons de tout cela dans un instant sur notre plateau avec le président du Sénat, Jean-Pierre Bel. Il est l'un des principaux acteurs de cette réunion qui se tient en ce moment à Matignon. Nous évoquerons avec lui les contours de cette intervention française et bien sûr les précisions apportées par le Premier ministre aux parlementaires. Mais d'abord, nous allons faire un point sur la situation sur place. C'est le 4e jour de l'intervention française au Mali contre les groupes armés djihadistes. Pour le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, je cite, « L'évolution de la situation est favorable. Il est vrai que les pertes infligées aux rebelles sont lourdes, tant sur le plan humain que logistique, mais ces derniers opposent une résistance vive et structurée dans l'ouest du pays notamment. Les faits, c'est avec Faustine Saint-Geniès. » Une contre-offensive inattendue. La petite localité de Diabali, pourtant située au sud de la ligne de démarcation, a été prise par les rebelles. Preuve qu'une fois l'effet de surprise passé, le combat risque de se prolonger. Je pense qu'il faut s'attendre à quelque chose qui va durer pas mal de temps. En plein désert, c'est assez facile de repérer ces convois de pick-up, mais ça va être beaucoup plus compliqué si on veut attaquer les villes. Au 4e jour d'intervention, les bombardements français s'intensifient. Après les fiefs islamistes de Kona et Gao, les avions français ont pilonné les villes de Douedza et Léré, proches de la ligne de démarcation entre le nord et le sud du pays. Bilan de l'attaque, une 60aine de djihadistes tués. À Paris, François Hollande pilote en personne l'intervention. Le chef de l'État a réuni ce matin les ministres concernés à l'Élysée. Le ministre de la Défense a fait le point sur la situation. À l'est du Mali, l'initiative des groupes terroristes a été bloquée. Il reste un point difficile, à l'ouest. Nous avons affaire à des groupes extrêmement armés et où des opérations se poursuivent en ce moment même. Le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, a, lui, reçu son homologue malien au Quai d'Orsay. Il vient d'annoncer qu'une force ouest africaine devrait se mettre en place. Pour l'instant, la France combat seule sur le terrain aux côtés de l'armée malienne. La Grande-Bretagne lui apporte son aide logistique en termes de transport de troupes et de matériel. L'Allemagne et le Canada ont également proposé leur soutien.
Et justement, en attendant la MISMA, c'est la mission de soutien au Mali qui regroupera les renforts attendus à la fois des pays africains et des partenaires européens. Eh bien, la France espère accélérer ce mouvement pour déployer cette force internationale. C'est ce qui a été rappelé tout à l'heure lors de la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, réunion, je vous le rappelle, organisée à la demande de la France. Et la suite de cette édition du 22h avec nos invités qui nous ont rejoints ce soir. Xavier Hofer, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, vous êtes criminologue, directeur des études au département de recherche sur les menaces criminelles contemporaines à l'université Paris 2. Merci d'être avec nous ce soir. Avec nous également Didier François, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes grand reporter et spécialiste de défense à Europe 1. Alors messieurs, ensemble, nous allons évoquer à la fois l'évolution de la situation sur le terrain malien et ce risque de représailles en France ou en tous les cas contre les intérêts français. D'abord Didier François, on s'étonne ce soir de la résistance opposée par les djihadistes sur place, notamment dans l'ouest du pays où les éléments français font face à des hommes lourdement armés, organisés. Est-ce que vraiment c'est une surprise ? Non, c'est pas une surprise du tout, en fait, puisque depuis maintenant plusieurs mois, les services de renseignement observent ces mouvements rebelles qui sont effectivement très lourdement armés, particulièrement depuis la chute de Kadhafi en Libye, puisqu'ils sont allés se servir dans les arsenaux libyens qui étaient particulièrement fournis. On a face aujourd'hui au gouvernement malien, d'abord dans un premier temps, 3 groupes qui sont bien équipés, qui sont pour partie bien entraînés, particulièrement les gens d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, ceux qu'on a trouvés sur la fameuse colonne de l'Ouest, là où on voit aujourd'hui quelques difficultés. En fait, c'est pas véritablement une contre-offensive. Ce qui se passe, c'est que ces 2 colonnes ont voulu attaquer le sud Mali vendredi. La toute première phase de l'intervention française, elle était quasiment purement aérienne. Elle a consisté à arrêter ces colonnes, à leur mettre un coup d'arrêt avec des bombardements par hélicoptère et par avion. Mission remplie ce soir. Mission totalement accomplie de ce point de vue-là. Premier bilan d'étape positif. Oui, positif. Alors ce qui se passe ensuite, c'est que pour l'instant, la France n'a pas de troupes au sol. Donc, évidemment, les djihadistes qui se sont fait bombarder, ils sont pas restés tout seuls à découvert. Ils ont essayé de rentrer dans des petites bourgades pour se mettre au milieu de la population et être protégés des bombardements. C'est ce qu'on a vu se passer à Diabala. Et donc, ils se sont regroupés à l'intérieur de cette localité au sud de l'Éré, particulièrement la fameuse colonne de l'Ouest dans laquelle il y a les gens de Al-Qaïda au Maghreb islamique. Et ils essayent de faire un bouchon là. François, une parenthèse, vous venez de dire que la France n'a pas de troupes au sol. On a vu tout à l'heure une dépêche AFP précisant que des témoins, donc des habitants, auraient vu des colonnes de chars, donc de chars français, arriver au Mali. Oui. On peut penser ce soir qu'au sol, il y a des troupes. Non, alors c'est un tout petit peu plus compliqué. La première phase, c'est la phase de bombardement. La seconde phase, parce il faudra des gens au sol, effectivement, elle a commencé à Bamako, dans la capitale, où on a envoyé 2 compagnies et un escadron, à peu près 600 hommes, pour stabiliser la situation, protéger les ressortissants français et garantir une certaine sérénité au gouvernement malien. Ça, c'est la première phase. La seconde phase, qui va commencer dès aujourd'hui, c'est de renforcer, de mettre en place l'équivalent d'un bataillon ou d'une brigade opérationnelle un peu plus au nord, sur la ville de Mopti, qui, elle, serait capable à terme d'aller appuyer l'armée malienne ou les troupes africaines si elles devaient progresser et libérer ensuite les villes de Tombouctou, Gao et Kidal. Mais ça va prendre du temps, parce qu'il faut d'abord déployer les hommes et puis surtout déployer le matériel dont ils auront besoin. Donc on a une petite phase de 2-3 semaines où le temps que cette chose se déploie, on n'a pas de troupes au sol, à part quelques forces spéciales qui regardent et qui conseillent, on n'a pas un engagement des troupes françaises sur le terrain, à part les frappes aériennes, hélicoptères, qui était basé au Burkina Faso avec des forces spéciales, et frappes aériennes avec les Mirages et les Rafales déployés au Tchad, et puis des appuis de renseignement par les billets des avions d'observation qui étaient eux au Sénégal. Alors on va continuer évidemment à parler ensemble de la situation sur le terrain au Mali. Xavier Hofer, les menaces prolifèrent ce soir et on le voit sur les réseaux sociaux contre la France et ses intérêts. D'abord, est-ce que la menace est réelle ? Est-ce qu'elle peut provenir d'individus isolés? Est-ce que ces groupes dont on parle ont des relais en France qui pourraient activer ces menaces? Alors, le terrorisme n'arrive jamais dans le vide, c'est-à-dire qu'il y a un contexte. Le contexte est que l'Europe a fait des progrès considérable en matière de renseignement et d'information et de lutte contre le terrorisme. Vous avez remarqué que depuis quelques années, le nombre d'attentats en Europe s'est effondré. Il y en avait je parle des attentats ou des tentatives poussées, 600 à 700 par an en 2006 ou 2007. Il y en a eu 174 pour l'année 2011.
On n'a pas encore les chiffres précis de 2012, ça sans doute moins de 100. Donc on est dans un contexte où c'est plus difficile. Le fait de vociférer sur des réseaux sociaux ou de vitupérer et la réalisation d'un attentat sont deux choses différentes. Le risque n'est naturellement pas négligeable. L'intention de nuire des gens qui sont en train de se faire bombarder, notamment au Mali et dans la région, est naturellement énorme, mais c'est beaucoup plus difficile que dans le temps. Vous nous dites ce soir que les structures opérationnelles, ils ne les ont pas, en tous les cas, sur le territoire français. Elles n'ont pas été détectées. On a maintenant des capacités qui permettent de suivre des individus, de suivre des communications depuis la frontière marocaine jusqu'à la Suède. Europol a fait beaucoup de progrès, ils ont des connexions, etc. Et ça, jusqu'à présent, je pense que comme des attentats étaient possibles, comme il y en a eu à Londres en 2005, à Madrid, etc., le fait que des réseaux fonctionnent comme cela est beaucoup plus compliqué qu'avant. Donc, volonté d'accomplir des attentats, oui. Risque de terrorisme brutal et immédiat, non. Beaucoup de vigilance. Didier François, ces groupes, ils sont organisés, ils sont lourdement armés, ils sont aussi imprévisibles par nature. Alors, ils sont imprévisibles. Enfin, oui et non, ça dépend des groupes en fait, parce qu'on a quand même trois groupes très différents qui sont en face de nous. Donc, on a Al-Qaïda au Maghreb islamique, dirigé par Abu Zaïd, qui d'ailleurs détient l'essentiel des otages français dans cette région, qui est relativement prévisible dans ce qu'il cherche à faire, c'est-à-dire étendre la confrontation, le choc des civilisations, etc. Bon, enfin bref, on voit à peu près ce qu'il cherche. Et puis, effectivement, il cherche à frapper en France, ou en tout cas les intérêts français. Il a à plusieurs reprises tenté de frapper au Mali. Il y a 4 attentats de ce réseau qui ont été déjoués, qui visaient directement le sol français l'année dernière. Donc voilà, on voit assez bien où ils vont. Ensuite, on a un autre groupe qui est un peu plus neuf, qui s'appelle le Moudjahou, donc qui lui est plus un mélange de mafieux et de djihadistes. On ne sait pas très bien comment ça fonctionne. Il y a un peu de tout là-dedans. Là où effectivement, c'est plus imprévisible, c'est plus local. Mais pour l'instant, ils travaillent quand même à peu près tous ensemble. Et le troisième, c'est le fameux groupe Ansar Dine, qui est en fait un groupe touareg islamisé et qui s'est joint aux deux autres groupes, donc Al-Qaïda au Maghreb islamique et le Moudjahou, et qui, donc les trois, effectivement, se sont coordonnés, ont regroupé leurs forces pour lancer cet assaut. Je crois qu'on risque de pas bien comprendre si on perd de vue deux éléments. Premièrement, l'immensité des territoires en cause. C'est-à-dire qu'on dit à l'ouest, à l'est, au nord, au sud, on est dans un espace tourmenté, c'est pas un désert tout plat, mais il y a des montagnes, il y a des vallées, etc., qui fait 2 fois la France, 1 million de kilomètres carrés. Et deuxièmement, que la guerre en question, vous savez, il n'y a pas plus de génération spontanée en matière de stratégie qu'en matière de biologie, et elle ne vient pas de nulle part. C'est la séquelle de cette guerre un peu étrange qui a été faite à la Libye l'an dernier, et bien entendu, des gens qui, à l'époque, étaient payés comme supplétifs dans le cadre de la défense vaguement des frontières de la Libye, ne sont plus payés. Ces gens-là sont en grande partie des pirates autant que des militants islamistes. Et donc maintenant, ils essayent de se refaire un petit fonds de commerce, quoi. Alors justement, vous parlez de ce territoire très étendu. Didier François, on a entendu ce mot, cette perspective d'un Afghanistan malien. Est-ce qu'il y a des ressemblances? Est-ce que la comparaison vous choque? Non, la comparaison n'est pas choquante dans la mesure où l'objectif, disons, des groupes islamistes de type Al-Qaïda, Maghreb islamique, c'était évidemment de créer un petit émirat, en tout cas une zone de non-droit dans lequel eux sont les maîtres et qui leur servent à la fois de base arrière, à la fois de zone de repos, à la fois de zone de recrutement. C'est ça leur objectif. Et quand ils ont pris le nord du Mali, c'était bien ça, c'était bien à ça qu'ils visaient. Et l'objectif était justement de les empêcher de pérenniser cette espèce de petit califat qu'ils avaient commencé à faire entre Kidal, Gao et Tombouctou. On va juste rappeler pour les téléspectateurs qu'il y a une chronologie d'une crise, parce qu'on a l'impression qu'il y a une accélération, et c'est le cas très rapide des événements qui a justifié l'intervention française. Mais il y a eu un coup d'État, il y a eu une invasion, des tentatives de sécession. En fait, les clignotants étaient rouges depuis très longtemps dans cette région. Oui, les clignotants étaient au rouge. On peut même remonter avant avec les problèmes avec les Touaregs entre le pouvoir central de Tombouctou, de Bamako et le Nord. On peut aussi partir de la corruption de l'ancien président, qui d'ailleurs avait des liens par le biais des services de sécurité avec les gens d'AQMI. Il a même été particulièrement les a laissé se développer sans vraiment les affronter. Donc on a quelque chose qui est lourd et qui est ancien. L'affaire effectivement libyenne, comme vous le rappeliez, a joué, puisque
puisque une partie de ces Touaregs qui ne savaient pas où aller avaient été récupérés par Kadhafi, qui les payait, qui les stipendiait comme mercenaires. Une fois qu'ils ont perdu cet emploi, ils ont essayé de se tailler leur propre petit fief. Donc on a toute une série de choses. C'est pour ça qu'il faut faire très attention dans la question de l'intervention. Effectivement, il y a eu une accélération parce qu'il a fallu arrêter une colonne et empêcher cette déstabilisation totale du Mali. Maintenant, la suite, il faut faire attention. L'idée de base, c'est quand même d'éviter de mettre tout le monde ensemble. L'idée, c'est de les diviser. C'est-à-dire de mettre de côté les éléments comme Al-Qaïda pour pouvoir les traiter et de les séparer des éléments nationalistes touaregs. Donc, à côté de l'action militaire, il faut continuer cette action diplomatique et politique qui a commencé au Burkina Faso en essayant d'organiser une réconciliation nationale. La solution ne sera pas que militaire. Donc il faut bien sûr, la situation ensuite est politique et humanitaire également. Il faut y penser dès maintenant d'ailleurs peut-être. Xavier Hofer, au retour en France, il y a eu des démantèlements ces derniers temps de manière régulière, des coups de filet, comme on les appelle, antiterroristes, de cellules terroristes en cours de formation. Est-ce qu'on peut passer encore à côté d'un groupe ? Toujours, bien entendu. Il suffit que des gens aient fait preuve d'une extrême prudence, ne se servent pas de leur téléphone. Souvenez-vous de la surveillance sur la côte est des États-Unis et du fait que des gens aient pu préparer le 11 septembre comme ça pendant 2 ans sur le territoire américain. Donc on n'est jamais à l'abri de ça. Mais je dis, c'est considérablement plus difficile. J'aimerais ajouter quelque chose à ce qu'on a dit tout à l'heure, parce que là aussi, il faut donner les fondamentaux pour que les gens comprennent bien. Vous parliez d'imprévisibilité, c'est beaucoup moins imprévisible qu'on peut le penser. Au fond, tous les gens qui sont dans l'illicite, tous, que ce soit des terroristes, que ce soit des bandits, ils veulent la même chose. On a cette extraordinaire conversation qui remonte à il y a plus de 10 ans entre 2 chefs d'un cartel colombien, l'un qui est aux États-Unis et l'autre qui est en Colombie, et ils se racontent leur malheur. Ah là là, les banques, l'argent, on se le fait piquer, etc., ça va pas. Et il y en a un qui soupire et dit, tu sais ce qu'il nous faudrait ? Il nous faudrait un État. Si on avait un État, ça serait bien. On aurait une banque centrale, on serait beaucoup moins enquiquinés. Chaque fois que des gens sont dans l'illicite, chaque fois qu'ils trafiquent, comme c'est le cas également, vous savez quel surnom les services de renseignement algériens ont donné à Abou Zayed. Ils disent Abou Zayed, c'est djihad le jour et Marlboro la nuit. Donc ça montre bien le côté hybride. Voilà, exactement. Je voudrais qu'on parle également, bien sûr, de la Somalie. Et ce soir, Didier François, avec la publication de la photo du corps présumé du commando français qui a été tué samedi lors de la tentative de libération de l'otage de Nielex qui a échoué. Cette photo, bien sûr, c'est une arme de propagande avant tout. C'est évidemment la propagande. De toute façon, les Chebabs et l'ensemble des groupes islamistes ne font que ça, et y compris d'ailleurs sans aucun scrupule. Il suffit de voir les vidéos des otages, que ce soit quand on les force à porter leurs revendications ou quand on les exécute de manière sommaire devant une caméra. Le but à chaque fois est de semer la terreur et de faire leur façon, à leur façon de la propagande. Xavier Hofer, les Chebabs veulent mettre en évidence l'échec de cette opération par cette photo également. C'est toute une mise en scène. Je voudrais aller un petit peu plus loin et dire ceci, c'est naturellement tragique, mais n'oublions pas que quand on ne combat pas l'adversaire sur son terrain, il vient jusque chez vous. Souvenez-vous de 1983 au Liban, on est parti parce qu'il y avait eu des attentats très graves. 2 ans après, c'était dans les rues de Paris. Donc hélas, des militaires ont été tués. 2 morts en Somalie, et bien entendu c'est une tragédie, mais ça en évite peut-être 50 dans les rues de Paris. Didier François va préciser que ce matin, à 11h, on le sait moins, le directeur général de la sécurité extérieure, donc de la DGSE, c'est le préfet Erard Corbin de Mangou, a rassemblé les personnels de la DGSE sur la place d'armes de la caserne Mortier, dont les drapeaux ont été mis en berne, et il y a eu un hommage solennel pour ces membres de commando dont on ne connaîtra pas l'identité et on ne connaîtra pas non plus les contours de cette intervention ni les précisions, probablement. On a une assez bonne idée de comment s'est passée l'opération, qui a été préparée depuis très longtemps. Là, il y avait une fenêtre d'opportunité. Le ministre de la Défense a assez longuement expliqué cette opération dans le grand rendez-vous sur Europe 1 devant Jean-Pierre Elkabbach dimanche matin. On sait que c'est une opération qui a mobilisé de lourds moyens. De très lourds moyens, c'est assez rare d'ailleurs. Il y a une coopération internationale. Avec une coopération internationale sur laquelle, en revanche, on est resté assez discret. Mais oui, il y a eu un bâtiment de projection... Pardon, entre la parenthèse coopération internationale de quel pays, puisque vous avez des informations en particulier? Des États-Unis. Des États-Unis. Voilà. En matière de renseignement, donc on imagine.
Et plus. Et d'aide à la communication. Mais voilà, on a mobilisé quand même un bâtiment de commandement et de soutien qui est un bateau assez imposant, hein, qui est juste en dessous du porte-avions, avec une cinquantaine de commandos à bord, plusieurs hélicoptères, dont des hélicoptères d'appui. Il y a quatre hélicoptères qui ont déposer les commandos juste à côté du petit village où on savait que Denis, l'agent français qui a été enlevé depuis 3 ans et demi, hein, qui était détenu dans des conditions absolument abominables et surtout pour lequel il n'y avait plus de négociation possible. Ce sont ses camarades qui ont voulu aller le chercher, qui étaient tous volontaires et très très motivés. Ça a failli fonctionner, ça s'est passé à très peu de choses, mais cette opération était une opération difficile, tout le monde le savait. Avec des très grands risques. Et malheureusement, un cheveu, c'est l'échec ou la réussite. Voilà, souvenez-vous de ce qui s'est passé pour, comment dit-on dans ces cas-là, la neutralisation de Ben Laden. Un hélicoptère s'est crashé, mais il y a eu un coup de chance et l'opération a quand même pu se faire. Dans ces cas-là, c'est toujours à un cheveu près. Alors messieurs, restez avec nous, Didier François et Xavier Hofer. Je vais vous proposer de rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission, puisque nous allons recevoir dans un instant le président du Sénat, Jean-Pierre Bel, qui était donc à cette réunion à Matignon aujourd'hui, tout à l'heure, autour du Premier ministre. Il arrivera dans quelques instants. Nous allons parler d'une autre actualité aujourd'hui qui a trait à la Tunisie. Mais d'abord, regardez, c'est le tour de l'info. Il est préparé ce soir par Mounir Soussi. Forte mobilisation des opposants au mariage homosexuel. Hier, entre 350 et 800 000 personnes ont défilé à Paris contre le principe de l'union de 2 personnes de même sexe. Je pense que la mobilisation est considérable, simplement pour dire que vouloir imposer d'en haut, comme le fait M. Hollande, un projet sans aucun véritable débat qui, en réalité, bouleverse complètement l'organisation juridique de la famille en France, ça n'est vraiment pas le moment. Et le faire ainsi, c'est diviser les Français. C'est pour ça que vous le voyez, nous sommes aussi nombreux. Après avoir investi la rue, l'opposition voudrait trancher ce débat dans les urnes. Suivi par 115 parlementaires, Henri Guénaud a lancé un appel pour un référendum, une proposition qui pourrait se révéler inconstitutionnelle, les questions sociétales étant exclues de ce type de consultation populaire. Affrontement juridique sur le sort de Nicolas Sarkozy. Le parquet vient de faire appel de la décision de 3 juges d'instruction d'enquêter sur l'ancien président dans le dossier Karachi. Soupçonné de violation du secret de l'instruction après la publication en septembre 2011 d'un communiqué de l'Élysée indiquant que le nom de l'ex-chef de l'État ne figurait dans aucune pièce du dossier. Des familles des victimes avaient alors porté plainte. Le parquet estime que Nicolas Sarkozy n'a pas à répondre devant la justice d'actes accomplis dans sa fonction de président pendant son mandat. Pour l'UNEDIC, l'année 2013 sera compliquée. L'organisme en charge de l'assurance chômage, peu optimiste sur les perspectives de croissance, a aggravé ses prévisions. Elle estime que cette année, son déficit se creusera de 5 milliards d'euros. La Caisse prévoit de devoir indemniser 178 800 chômeurs supplémentaires en 2013. L'avenue Bourguiba noire de monde pour célébrer les 2 ans du soulèvement populaire qui a chassé du pouvoir le président Ben Ali. Les manifestants ont convergé devant l'ambassade d'Arabie Saoudite pour demander l'extradition du dictateur déchu réfugié dans le pays. Depuis la chute de Ben Ali et les premières réformes démocratiques, l'enthousiasme a laissé place à la frustration. Les réformes tardent à prendre effet et le pays est coincé dans une crise politique. Les différents partis n'arrivent pas à trouver d'accord sur le contenu de la future constitution. La Tunisie célèbre en ce jour le 2e anniversaire de sa révolution. À l'euphorie du 14 janvier 2011 ont succédé de fortes tensions sociales et politiques entre moments de découragement et d'espoir aussi. Bien sûr, la société tunisienne continue de se battre. Les citoyens et les citoyennes sont plus que jamais mobilisés. Vous allez le voir ce soir avec notre invité Dalila Ben Barek Msadek. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Vous êtes l'auteur de ce livre que je montre avec la journaliste, ma consoeur Valérie Urman. Je prendrai les armes s'il le faut. Alors comme beaucoup d'autres femmes, vous menez un combat avec vos mots pour faire avancer la démocratie et les libertés en Tunisie. Vous êtes parmi d'autres le symbole de cette société civile qui résiste encore et toujours.
Oui, exactement. Nous, la société civile, aujourd'hui, elle est composée d'une majorité de femmes. C'est une société civile un peu féminine qui se bat. Dans ce livre, justement, je voulais parler des coulisses de cette société civile qui bouge tout le temps, qui est dans la rue, qui manifeste, qui est aussi une force de proposition, qui essaye d'apporter son apport dans cette période de transition démocratique. Je vais préciser que vous êtes avocate, vous êtes spécialisée en droit social et droit du travail, et vous êtes à l'origine en fait d'un mouvement citoyen, comme il y en a beaucoup en Tunisie, et vous apportez votre pierre au débat public et politique. Exactement, je suis cofondatrice du réseau de Stone, c'est la traduction du mot notre constitution. On a fait une proposition de constitution citoyenne écrite par des citoyens qu'on a mis sur la table de la constituante, et ce projet fait partie des 4 projets les plus sérieux proposés à l'Assemblée constituante. Ce projet aussi, son point positif, c'est qu'il donne une vision citoyenne et non pas politique de la Constitution. Oui. On va en parler en détail. Je veux aussi qu'on parle de ce jour particulier, le 14 janvier. Donc on célèbre le 2e anniversaire de la Révolution. Quand on dit célébrer, c'est une fête. Est-ce que c'est une fête pour vous aujourd'hui? Non, pas cette année. En fait, la célébration cette année s'est faite sous le slogan de la semaine de la colère. Partout dans les villes de la Tunisie, il y a des manifestations de colère, de revendications. Il y a un sentiment de déception. 2 ans après la Révolution, rien n'a changé encore. On a pu arracher par nos mains et par notre militantisme notre liberté d'expression. Cette liberté d'expression, aujourd'hui, elle est plus ou moins menacée, un tout petit peu menacée. On va en parler justement. Votre réaction, Didier François, c'est un long cheminement vers la démocratie, vers l'acquisition des libertés. Il est encore très long et... Oui, c'est une bataille. Enfin, je pense que vous l'expliquez très bien. C'est un vrai processus dans lequel sont engagés les Tunisiens. J'étais récemment, justement, après les manifestations sur l'ambassade des États-Unis, effectivement, qui a provoqué d'ailleurs, je pense, une réaction très forte dans l'ensemble de la population, qui ne pensait pas que c'était possible qu'en Tunisie, on attaque une ambassade occidentale sans raison. Je pense qu'il y a une vraie prise de conscience qui a eu lieu. Puis, il y a une aspiration qui est née avec la chute de Ben Ali, et c'est vrai qu'il y a toute une partie de la population qui aujourd'hui ne veut pas se voir confisquer ce qu'elle a gagné. Et ce qui est malheureux, c'est qu'aujourd'hui on dit que cet événement de violence contre l'ambassade des États-Unis était l'occasion pour que le gouvernement se reprenne un tout petit peu et accepte d'appliquer la loi contre tous ceux qui exercent la violence. Alors, le titre de ce livre, c'est, je le rappelle, je prendrai les armes s'il le faut, mais prendre les armes contre qui? En fait, c'est un titre. Sûr. Mais avec vos mots, c'est contre qui? Contre toute tentative de faire échouer cette révolution, contre toute tentative de faire échouer nos revendications, contre toute tentative de nous faire prendre nos acquis, contre tout gouvernement ou tout parti politique qui essaie de nous faire retirer vers l'arrière. Donc, c'est une image pour dire à quel point la société civile aujourd'hui est déterminée à aller de l'avant, à réaliser réellement une transition démocratique vers une société pluripartisane, une société libre, une société démocrate où tout le monde peut trouver sa place. Les médias étrangers, notamment français, évoquent beaucoup depuis quelques jours, quelques semaines évidemment, cet anniversaire et encore plus ce soir avec cette occasion. Comment vous percevez cette image que l'on donne du pays? Est-ce que l'image dans les médias correspond à ce que vous vivez sur place? Et quand vous entendez parler des islamistes modérés, qu'en pensez-vous? En fait, l'image qu'on ressent, nous, Tunisiens, c'est que les médias à l'étranger focalisent trop sur le combat contre les salafistes, alors qu'il y a d'autres combats très intéressants qui sont en train d'être menés en Tunisie, combats pour la Constitution, des combats pour la liberté des médias, des combats pour la justice. On occulte un petit peu trop les autres combats citoyens, des citoyens en tous les cas. Oui, c'est vrai que la presse française a eu un prisme très fort sur la question de l'islamisme. Et ce n'est pas le seul problème. Et par ailleurs, y compris le gouvernement, avec les islamistes qui sont au gouvernement, enfin une partie d'entre eux en tout cas, ont aussi des problèmes sociaux à résoudre. Et je pense que c'est une des questions sur lesquelles ils seront jugés par la population tunisienne, parce que traditionnellement, il y a aussi une deuxième force qui structure la Tunisie, c'est l'UGTT, c'est les syndicalistes. Exact. Et que donc je pense que la question sociale sera une question fondamentale pour juger des avancées de cette révolution ou de ce printemps, voilà, Alors, il y a la question sociale, un pouvoir aussi se juge sur sa justice et ses médias. Comment se portent-ils aujourd'hui? Très mal.
ils se portent très mal. C'est-à-dire, c'est des gens qui luttent aujourd'hui. Les juges, maintenant, ils sont dans la rue devant l'ANC. Il y a 2 jours, ils ont manifesté pour demander l'instauration des institutions qui garantissent leur liberté, leur indépendance. Les médias, c'est la même chose. Ils continuent à faire leur travail librement, mais avec beaucoup de peine. Il y a des tentatives d'intimidation pour les journalistes et surtout, c'est un problème d'institutionnalisation. Moi, je voulais un tout petit peu rebondir sur ce que vous avez dit. Le noyau du combat de la société civile, c'est d'assurer l'institutionnalisation et les mécanismes pour une société qui sera définitivement protégée contre tout retour vers la dictature. Maintenant, on est gouverné par les islamistes, demain on peut être gouverné par d'autres forces. Ces forces-là peuvent être elles aussi antidémocratiques, mais nous, on veut des institutions qui nous protègent. On veut plus. On a bien compris, oui, votre combat et le sens de votre combat. Didier François, on voit aussi qu'à chaque fois qu'il y a eu des tentatives, en tous les cas, de mettre en péril les acquis de la femme, de la société, il y a toujours eu la société civile qui s'est érigée comme un rempart. Oui, les forces de protection de cette société sont réelles, parce que d'abord, tout processus où les gens se sont mobilisés pour abattre le dictateur, ils se découvrent des forces et puis naissent des envies. Donc évidemment, après, quand on veut les faire revenir en arrière, mais y compris d'ailleurs, chez une grande partie des gens qui ont pu voter pour le parti islamiste, Ennahda ou d'autres, il y a cette volonté de préserver ces acquis qui ont été gagnés. Donc c'est pas un mouvement naturel, le retour en arrière, loin de là. Exact. Alors on va peut-être aussi faire le lien avec la situation et l'intervention française au Mali, Xavier Hofer, parce qu'on a beaucoup parlé de l'Afrique, on a moins parlé justement du Maghreb, on a parlé de l'attitude de l'Algérie, moins de ses voisins. Comment les voisins maghrébins se comportent justement vis-à-vis de cette intervention française au Mali? Quels sont les risques également pour eux? En ce qui concerne l'Algérie, il y a naturellement des tensions assez fortes puisque le gouvernement est obligé plus ou moins de dire qu'on doit y aller et une partie de la population, une partie de la presse, etc. le vit très mal. Je pense que l'Algérie joue un rôle très important dans cette affaire. Depuis de longues années, les renseignements algériens ont une grande connaissance, bien entendu, de ce qui se passe dans le Sahara et des groupes en question, pour la bonne et simple raison que voilà des années, ils les ont vus opérer de près sous leur nez, donc maintenant qu'ils sont partis dans le désert, ils les suivent, ils s'intéressent encore à eux. Il y a une grande connaissance et même, je crois, des liaisons entre ces services-là et les différentes tribus qui circulent de manière à savoir à peu près où c'est, mais bien entendu, pour un pays comme l'Algérie, une coordination, dès qu'elle comporte un aspect militaire avec la France, c'est jamais simple. Maintenant, pour la situation dans toute la région, et notamment en Tunisie aussi, je crois qu'il y a un phénomène auquel il faut faire attention. Les salafistes, c'est pas n'importe quoi. Ce sont des groupes fanatisés à un point où on peut, dans certains cas, parler d'une forme quasi psychiatrique de délire à plusieurs. On a des gens, pour employer une expression populaire, ils se montent le bourrichon entre eux, et en même temps, comme il y a la crainte mortelle entre eux de l'apostasie, ils ont tous peur les uns des autres. Donc à partir du moment où ils se lancent dans une direction, même absurde, même meurtrière, il n'y a pas de frein. Vous comprenez, c'est la raison pour laquelle des groupes, le Hamas l'a compris dans la bande de Gaza où il les a cassés assez méchamment d'ailleurs, mais je crois que soit de gré, soit de force, il ne faut pas laisser ces groupes prospérer, il faut les dissoudre. Donc moi je pense que le geste qui a été le plus fort et le plus important de la part de l'Algérie, c'est de laisser passer 4 Rafales, avions de chasse français armés, dans leur espace aérien pour aller bombarder au Mali. C'est du jamais vu. C'est un acte et un geste fort. Voilà, c'est un geste fort, très, très clairement. La deuxième chose importante pour les Algériens, c'est qu'ils avaient d'un certain point de vue repoussé une partie de ces terroristes vers le sud, et ils n'ont pas du tout envie qu'ils remontent, donc ils vont faire attention à ça. La troisième chose qu'il faut noter, c'est qu'au niveau régional, même si la France intervient seule, il y a un soutien absolument global à cette intervention parce que tous les pays de la région pensent bien qu'il y a un risque de déstabilisation fort en ce qui les concerne. Donc même si eux-mêmes ne peuvent pas s'engager directement ou si c'est difficile pour eux de le faire, il y a une espèce de soulagement au fait que finalement la France y soit allée. Et donc la France n'est pas isolée sur cette question-là. Elle n'est pas isolée. On va préciser, pour revenir à la Tunisie, Dalila, que vous faites ce combat il est pour vous et pour les autres. C'est ce que vous dites d'ailleurs dans votre livre. Entre femmes, entre mères, on se dit toujours que l'on ne fait pas tout cela pour nous. Nous, on a vécu, on est sortis, on a rigolé, on s'est baigné en bikini.
On a même dragué, dites-vous. Nous pouvons bien être cloîtrés à la maison le restant de nos jours. Mettre le voile, on s'en fout. Notre vie, nous l'avons faite. Personne ne pourra plus nous enlever cela. Mais nos filles, nos petites filles, une interrogation pour l'avenir, pour la suite. C'est cela le sens de votre combat? Exactement, c'est instinctif, c'est maternel. On porte cette révolution dans notre cœur, dans notre chair. Et c'est pour nos filles, pour notre pays qu'on se bat aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été nos Merci invités. Merci aux téléspectateurs de nous avoir suivis. Je précise que Jean-Pierre Bel, le président du Sénat, qui devait être notre invité, est toujours retenu à Matignon. Il y avait donc beaucoup de choses à se dire, Didier François, sur les contours de cette guerre, de cette intervention française au Mali. Nous avons, je crois, tenté de le joindre au téléphone, mais la réunion se poursuit. Nous l'aurons évidemment dans le prochain jour pour toutes les informations concernant cette intervention française au Mali, alors que nous voyons les images, donc cette réunion qui se tient autour du Premier ministre Jean-Marc Ayrault avec le ministre de la Défense, des Affaires étrangères, de l'Intérieur également et les différents parlementaires et présidents des deux chambres, des deux assemblées. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur Public Sénat pour votre soirée documentaire intitulée ce soir à l'Est, main basse sur les terres. Belle soirée, à demain et avec plaisir bien sûr. Une razzia sur les terres agricoles est en train de se dérouler à l'échelle mondiale. L'enjeu, nourrir 9 milliards de personnes en 2050. La demande en surface disponible alimente un marché qui intéresse désormais le monde de la spéculation. Des gens qui viennent d'ailleurs viennent s'emparer des terres que les agriculteurs du cru, du lieu, ne peuvent plus se payer. L'agriculture s'est mondialisée. Les récoltes répondent toujours au rythme des saisons, mais leurs prix dépendent de spéculateurs qui parient sur le cours des céréales, nourriture de base pour la majorité de la population. Des sociétés multinationales dominent complètement le marché boursier qui fixe mondialement les prix des aliments de base. Privés de leurs terres, les paysans dépendent d'investisseurs qui raisonnent souvent à court terme et pour qui la sécurité alimentaire n'est qu'une préoccupation secondaire. Les effets de ces politiques agricoles dictées par le monde de la finance poussent les plus pauvres dans la rue. Depuis une dizaine d'années, des émeutes de la faim éclatent régulièrement dans les pays du Sud. J'ai très peur de l'accaparement des terres en Europe. Pour faire quoi? Est-ce que c'est pour nourrir, avoir le souci de nourrir tout le monde? Je ne le pense pas. Ce phénomène d'accaparement des terres touche maintenant certains pays d'Europe. Aux portes de nos frontières, le mécanisme se met également en place. En Roumanie et plus loin en Ukraine, des paysans français sont déjà attirés par les promesses de riches moissons. C'est l'heure des premiers semis. Au sortir de l'hiver, Jean-Paul Schneeblen passe ses journées dans les champs. Jean-Paul a repris la ferme familiale au cœur des grandes plaines alsaciennes. À 62 ans, il est à la tête d'une exploitation céréalière de plus de 200 hectares. On a une bonne terre en Alsace. On est dans une région ici, on n'a pas besoin d'irriguer. Et de terres profondes, terres riches et profondes. Jusqu'à présent, on a cultivé essentiellement du maïs. C'est la première année qu'on va cultiver du blé, qu'on va refaire du colza aussi. Là. Comme la plupart des grands céréaliers, Jean-Paul a les moyens d'investir dans du matériel et dans de nouvelles terres. Sa richesse tient à la taille de son exploitation et aux subventions qui représentent près de 40% de son chiffre d'affaires. Paradoxe de l'histoire,
Les plus riches sont ceux qui ont le plus profité des aides européennes. Pourtant, à l'origine, la PAC, la politique agricole commune, est une idée liée à la solidarité et au partage. Au sortir de la guerre, pour nourrir la population, il faut produire plus et moins cher. Mais peu à peu, les subventions deviennent des garanties qui permettent de se prémunir contre les variations des prix. Pour résister à la concurrence, l'Europe encourage les exploitations à s'agrandir et les petits agriculteurs disparaissent. En France, en un demi-siècle, ils passent de 3 millions à 600 000. Le député européen Marc Tarabella, aujourd'hui en charge des questions agricoles, se bat pour la survie du monde rural. La PAC a souvent été critiquée, elle avait des points faibles bien sûr, mais la PAC qui a été instaurée, je le répète, et qui a fonctionné à partir de 1962, a quand même protégé les agriculteurs. Même s'il y a une érosion qui s'est constatée, elle se constate partout. La population agricole est destinée à s'éroder, c'est les sociétés modernes. Seules les grandes exploitations tirent encore leur épingle du jeu. Pour Jean-Paul, le problème ne vient pas de la taille de ces terres, mais de leur disposition. Ça, c'est une belle parcelle là qu'on a. Et les autres sont loin? Les autres sont beaucoup plus loin, sont éparpillés l'une après l'autre, quoi. À quoi, 10 km, 20 km? Ah ouais, écarté, ouais, on est quand même à 25 km l'une de l'autre, là, aux extrêmes de 25 km. Hein. Tous ces déplacements, pour nous, ça a un coût énorme, ça commence à avoir un coût énorme. Aucune possibilité de réunir les parcelles éloignées pour diminuer les coûts et augmenter les rendements. Pour l'instant, les deux fils de Jean-Paul travaillent encore avec lui. Mais il envisage de leur laisser un jour sa ferme pour exploiter d'autres terres. Dans la région, les surfaces disponibles sont très rares et surtout très chères. Alors, Jean-Paul a regardé ailleurs. Ouais, mais justement, c'est la pièce que Théo a dit qu'il faut changer. Son intérêt s'est porté vers l'Europe de l'Est. J'ai un copain dans les Pyrénées. Un jour, on se parlait au téléphone. Il me dit, tiens, je pars faire un voyage en Roumanie au mois de décembre. J'ai dit, tiens, ça pourrait nous intéresser. On a circulé dans cette région, on a ramené des échantillons, on a fait des analyses. Les analyses sont très bonnes, mais on a tout de suite vu que c'est des terres noires, c'est des très très bonnes terres. Les bonnes terres noires, hein, du centre de l'Europe. Le phénomène d'accaparement des terres est au cœur des travaux du professeur Marcel Mazoyer. Depuis plus de 30 ans, cet économiste étudie les transformations du monde paysan, notamment en Europe de l'Est. On est en plein dans la phase qui a commencé quand même il y a un moment, hein, mais on va dire de délocalisation des formes d'agriculture les plus modernes, les plus productives qui se sont développées au cours des 50 dernières années aux États-Unis et en Europe de l'Ouest. C'est cette agriculture hautement motorisée, chimisée, très productive, produisant à très bas coût, elle est en train d'être délocalisée dans les pays où il y a de la terre de bonne qualité, pas chère. Le CIMA est un peu l'autre salon de l'agriculture. Le Salon international des machines agricoles est réservé aux exploitants. Un rendez-vous que Jean-Paul ne rate jamais. Et ça tombe bien. Cette année, les pays de l'Est sont à l'honneur. Tout ça, c'est des films qui sont tournés dans les pays de l'Est, qui sont tournés, on le voit, ils sont tournés avec le gros matériel sur les grandes surfaces, là. À quoi vous voyez ça? Ben, on le voit. Rien qu'en voyant la vidéo, on voit les grandes surfaces, là. Ben oui, ce gros matériel, il est fait pour aller là-bas. Jean-Paul hésite entre l'Ukraine et la Roumanie. Il vient chercher conseil auprès de ceux qui ont déjà tenté l'aventure. Je travaille dans les deux pays, Roumanie et Ukraine.
Aujourd'hui, mon cœur et mon portefeuille pencheraient plutôt du côté de la Roumanie. Pourquoi? En Roumanie, il y a des primes de 120 à 150 euros de l'hectare. Et si vous prenez 500 ou 1000 hectares multipliés par 150 euros, ça fait quand même 150 000 euros par an. Et moi, la plus belle ferme que j'ai vue en Europe, je l'ai vue en Roumanie, menée par des Hongrois, où j'ai vu des colzas qui faisaient plus de 2 mètres d'eau. Italiens, Allemands, Néerlandais, mais aussi Français. Ils sont déjà nombreux à avoir tenté leur chance en Roumanie. La situation du marché et de la céréaliculture en Ukraine, puis ensuite nous aurons quelques... Le printemps arrivant très vite, les températures montant très vite, il faut semer de manœuvre. L'Ukraine présente d'autres avantages. Les terres disponibles y sont légion et leur prix est 2 fois moins cher que celui des terres roumaines. Сергей Феофилов будет рассказывать через 3 слайдов, а потом у нас будет несколько флашес, несколько слов. Хорошо, мы сейчас начинаем второй час нашего круглого стола, если я могу так и сказать. Jean-Jacques Hervé est consultant bancaire. Il intervient auprès d'investisseurs désireux de s'implanter en Ukraine. Moi, je pense que c'est un grand enjeu aujourd'hui de s'implanter en effet dans cette zone du monde. Parce que lorsque on se dira les conditions sont meilleures, il n'y aura plus de place. Et les places risquent d'être chères, tant l'appétit des investisseurs est fort sur les matières premières agricoles. Une situation dénoncée depuis longtemps par Jean Ziegler, ancien rapporteur à l'ONU pour le droit à l'alimentation. Durant la crise financière, les grands spéculateurs, les grandes banques ont perdu des dizaines et des dizaines de milliards de dollars dans les marchés financiers. Ils ont migré ensuite sur les bourses des matières premières agricoles essentiellement. Et là, ces mêmes spéculateurs font des fortunes astronomiques en spéculant sur le blé, le maïs, le colza, le riz. Conséquence, les prix des matières premières agricoles, des aliments de base que mangent les 75% de la population mondiale ont explosé d'une façon tout à fait effrayante dans les derniers 2 ans. La démarche des agriculteurs qui veulent s'installer en Europe de l'Est relève en partie des mêmes mécanismes. Sur les surfaces disponibles, ils espèrent des rendements importants. De retour en Alsace, Jean-Paul a levé ses derniers doutes. Son choix s'est porté sur la Roumanie. Tu as rien vu là sur l'ordi? L'heure du départ approche. Avec un de ses fils, il s'apprête à traverser l'Europe. Pourquoi il fait passer par la Pologne? Donc si tu passes par la Pologne, tu montes vers Leipzig, Berlin, Pologne, non? Ouais, c'est ça. Ouais, mais ça doit être une route qui serait peut-être pas mauvaise, là, sûrement, non? C'est aussi 21 heures de route. Et combien de kilomètres une heure? 1900. Ouais, je pense que c'est une aventure. On ne sait pas tout ce qui nous attend. Près de 2000 km à parcourir, 4 frontières à traverser. Au bout du voyage, la région de Suceava, au nord de la Roumanie, terre promise pour Jean-Paul. La Roumanie, des terres irriguées par le Danube et un port sur la mer Noire, Constanța, point de départ idéal pour exporter les productions agricoles. Pendant 50 ans de communisme, les terres sont collectivisées. Les paysans sont alors de simples ouvriers agricoles salariés. En 1989, les paysans récupèrent des terres. Les parcelles qui servaient à nourrir leur famille et une partie des immenses champs des anciennes fermes d'État leur sont restituées. Des millions de paysans se retrouvent ainsi propriétaires de petites surfaces qu'ils sont incapables d'exploiter. L'ensemble représente de grandes terres disponibles pour d'éventuels investisseurs. Le ticket d'entrée, 120 000 € pour une centaine d'hectares. Un prix qui comprend la location de la terre, le matériel agricole et les salaires des paysans roumains qui travaillent sur l'exploitation. Jean-Paul est à pied d'œuvre. Il va pouvoir commencer sa quête. Le pays est sous la neige et les acteurs du monde agricole facilement accessibles. Je ne sais pas. Moi, je n'ai pas de... L'intermédiaire qui devait l'accueillir a fait défaut. Jean-Paul va devoir se débrouiller seul. Je pense qu'on
Il va peut-être voir notre appel, il va peut-être nous rappeler. Hein. Il nous a toujours rappelé jusqu'à présent. Allô? Ouais, c'était pour savoir comment mettre le téléphone en inconnu. Accompagné d'un interprète, Jean-Paul entame ses recherches. Il faut trouver les propriétaires des surfaces disponibles et contacter les maires des villages concernés. Les surfaces existent encore. Je pense que c'est les dernières surfaces. On a quand même, on pense qu'on est en train de prendre les derniers trains. Dans 5 ans, ce sera peut-être fini, mais il y a moyen de faire encore quelque chose ici dans le nord-est de la Roumanie. Il ne faut plus trop tarder maintenant. Première étape pour Jean-Paul, le chef-lieu du canton. Ils ont fini l'année dernière et maintenant la mairie se retournait. Il est accueilli par les responsables des questions agricoles, soucieux de séduire ce Français qui est aussi un investisseur. Je tiens à vous souhaiter la bienvenue ici. Je dois vous dire que nous sommes une des régions les plus pauvres de l'Union européenne. Notre seule richesse, c'est notre terre. Louer notre terre est le seul moyen pour nous de nous développer. En la cédant, pourquoi pas à des étrangers s'ils veulent investir. On a de grandes surfaces disponibles. Elles n'ont pas été cultivées depuis longtemps et sur ces surfaces, il y a moyen de pratiquer une agriculture qui peut être très rentable. Il faut investir, il faut de l'argent et malheureusement les agriculteurs roumains n'en ont pas. Ils ne sont pas en mesure de développer eux-mêmes ces terres. Au cœur même de l'Europe, se met en place un nouvel ordre social. D'un côté, de riches exploitants capables d'investir sur des terres prometteuses, de l'autre, des paysans, propriétaires de ces terres, des personnes âgées souvent sans ressources. Dans le coin, il n'y a plus beaucoup de jeunes. Il reste que des vieux paysans. Les jeunes sont partis et ceux qui restent sont trop vieux pour travailler. Ceux qui ont vendu leurs terres et empoché l'argent, ils l'ont mis à la banque et ils attendent la mort. Vous pensez bien qu'à 80, 90 ans, ils ne sont plus en état de travailler dans les champs, de labourer. Certains ne peuvent même plus sortir de leur cour. La situation pousse la majorité des paysans roumains dans les mains d'acheteurs bien souvent étrangers. Entre les deux, le fossé s'accentue chaque jour un peu plus, et l'Union européenne, impuissante, ne fait rien pour stopper ce déséquilibre. Demande-leur ce qu'ils pensent si des Français viennent faire de la culture ici, demande-leur. Qu'est-ce que vous en diriez si un agriculteur français venait s'installer ici? Ce que j'en pense, moi, la terre, elle est faite pour être travaillée, non? Elle doit être labourée. Et là, elle est en friche. Ça ne va pas. C'est le maire. C'est le maire qu'il faut aller voir. Lui, il pourra vous dire ce qu'il faut faire. C'est par là, la mairie. Et nous, on est agriculteurs sur le terrain aussi. Quand des étrangers viennent, on se demande aussi qu'est-ce qu'ils viennent faire chez nous. Est-ce qu'ils viennent nous monter le prix de la terre? On se met à leur place, hein, c'est normal. Hein. On n'a pas beaucoup de temps, mais bon, tu demandes si on peut voir le maire, ou tu dis qu'on est des agriculteurs français qui chercheraient éventuellement de la terre à louer. Ah oui. Bonjour, fermière de France.
Monsieur Jean-Paul et Monsieur le maire de Corletin. On est en train de faire le tour des villages. Si ici il y aurait moyen d'avoir de la terre pour l'année prochaine. Oui, il y a des terres disponibles dans la commune. Bon, des petites parcelles, mais c'est possible de les regrouper. D'ailleurs, on peut voir avec le responsable du cadastre qui est là. On peut voir ce qu'il est possible de faire. Tenez, c'est un fermier français qui cherche des terres. Il y a beaucoup de terrains qui sont loués, mais il en reste encore, donc tout est possible. Je peux vous trouver pas loin de 1000 ou même 1500 hectares peut-être. Pour le prix de location, vous savez, les paysans ici aiment bien être payés en nature, comme on dit. Le prix du fermage, c'est environ 600 kilos de blé par hectare et par an. Les paysans reçoivent ainsi à peu près 60 € par hectare et par an. Oui, oui. Ouais, c'est ça, 60 € par hectare. La moyenne. Est-ce qu'on peut avoir votre carte? Vous avez le numéro de téléphone? Est-ce qu'on pourrait... Photoplan de la commune de Corletin. Et voici le cadastre de toute la commune. Vous devez savoir que la dernière réforme agraire, celle de 91, a redonné aux anciens propriétaires les terres qui avaient été collectivisées à l'époque du communisme. Ici, dans le village, chaque paysan a obtenu une surface de taille égale, 10 hectares à peu près. Mais en général, ces surfaces sont bien plus petites. Et pour attirer les jeunes, ceux qui n'ont jamais eu de terre, on a essayé de leur donner des terrains non revendiqués. Le paradoxe roumain, c'est le fait qu'on a en Roumanie des paysans à qui on a redonné la terre après la décollectivisation et la chute du communisme, mais qui ont cessé d'être des paysans depuis 50 ou 60 ans et qui se retrouvent avec des terres, pas forcément très étendues, mais sans capital d'exploitation. Pour créer une exploitation compétitive dans l'Europe d'aujourd'hui, il faudrait au moins qu'ils puissent investir plusieurs centaines de milliers d'euros. Un matériel roulant complet pour la grande culture, c'est 500 000 €. Les rencontres avec les villageois ont tenu leurs promesses. Jean-Paul franchit le pas. Pour quelques centaines d'euros, il donne mandat à un avocat roumain qui le représentera dans les futures négociations. Il souhaite 300 hectares de terre disponibles. Ici, il est en train de faire la multiplication des engrais, des frigo, des semences. T'inquiète pas. C'est contrat d'assistance juridique. Tous les contacts pour créer les sociétés, ça prend du temps, c'est pas facile, on parle pas la même langue, mais bon, on va y arriver. Oui, on est quand même content d'avoir franchi toutes ces étapes. Donc il y a un exemplaire pour eux et un pour nous. Donne les deux, ils mettent le stamp. Il y a du il est déjà dessus. Il est déjà là-bas. Jean-Paul peut rêver. Il pense sans doute à ceux qui se sont installés avant lui, à ces agriculteurs alsaciens arrivés ici il y a une dizaine d'années déjà pour investir en Roumanie, avec succès. Les terres des Wittmann sont à quelques dizaines de kilomètres seulement des surfaces repérées par Jean-Paul. C'est une des plus grosses fermes de Roumanie. D'ailleurs, Fred Wittmann utilise un avion pour se déplacer sur ces terres. Donc là, on va aller sur le champ de colza, il fait 300 hectares. À droite, c'est un champ de blé qui fait 5 km de long là. Tout ce que vous voyez cultivé, on cultive. Pas loin de 5000 hectares. Ce qui est
Les Wittmann ne se définissent plus comme des agriculteurs, mais bien comme des entrepreneurs soucieux de s'assurer un retour sur les lourds investissements qu'ils ont effectués ici. 10 tracteurs pilotés par GPS qui permettent d'optimiser le parcours des labours. Il faut réduire à tout prix les coûts d'exploitation. Oui, comme on travaille d'équipe, jour et nuit, il fallait qu'on surveille un peu ce qui se passe. Et comme on ne peut pas être derrière chacun, on a mis c'est des positions satellites où on sait si le tracteur tourne, s'il est à l'arrêt, s'il y a des vols de carburant. Enfin, on sait tout ce que le tracteur fait à la minute. Et c'est enregistré, on peut aller sur 6 mois en arrière. On pourra contrôler chaque chauffeur s'il travaille, s'il est à l'arrêt. On a déjà vu qu'il y en a qui s'arrêtent 3-4 heures la nuit. Normalement, ils ont un droit à 1 heure et s'ils ont sommeil, ils peuvent dormir, mais il faut qu'ils défalquent les heures sur les fiches d'heures. Ce qui n'est pas le cas, donc on pourra mieux contrôler. C'est quand même une grande entreprise. On dégage quand même maintenant un chiffre de 5 millions d'euros. Un chiffre d'affaires réalisé en partie grâce aux subventions. Si l'Europe aide des grosses exploitations comme celle des Wittmann, elle n'exige en retour aucune contrepartie. Pas de transfert de technologie, pas de formation pour les jeunes agriculteurs. Ça tourne toujours du même sens. Si les ouvriers agricoles sont roumains, les contremaîtres et les mécaniciens viennent tous d'Alsace. Maintenant, si je peux le montrer.